l'article 1124 qui énonce ceci. Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, donc les enfants, les femmes, mariées, les criminels, les débiles mentaux. Je te laisse toi-même apprécier. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder une troisième faille du contrat social avec le rôle et la place des femmes dans l'espace public. Ou plutôt, comment l'espace public s'est construit sans les femmes, en l'absence des femmes. Pour ce faire, on va étudier deux ouvrages, Le contrat sexuel de Carole Patman et celui de la penseuse féministe Geneviève Fraisse, La fabrique du féminisme. Et je retrouve, pour en discuter, Hala. Salut Olivier. Ça va? Ça va et toi? Très bien, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Moi aussi. On est dans l'espace public, c'est approprié pour parler de la parole des femmes publiques. On est devant cette fresque. Alors, on est dans le 12e et c'est un mur qui est dédié aux droits humains. Et cette année, Amnesty International a demandé à une artiste, Olivia de Bona, de réaliser une fresque sur le droit des femmes et sur le droit à l'avortement. Et voilà le résultat. Et je trouve que c'est très approprié d'avoir une expression artistique publique pour parler de la place des femmes dans l'espace public. C'est parfait. Allons-y. On y va, c'est parti. Dans l'introduction, j'ai parlé d'un bouquin, Carole Patman, Le contrat sexuel, qui doit évoquer quelque chose. Oui, tout à fait. C'était pas son bouquin qui avait inspiré le contrat racial de Charles Mills? Si, absolument, tu as une très bonne mémoire. Mais je vais te challenger un peu. Est-ce que tu te souviens ce dont parlait Charles Mills dans son bouquin? Oui, je crois que oui. Alors, il démontrait déjà que les individus libres et égaux, finalement, c'est les hommes blancs occidentaux. Et il démontre aussi l'invisibilisation des personnes de couleur de peau noire et colonisées au service de la suprématie blanche. Exactement, c'est tout à fait ça. Tu avais un système structurel où il y avait une égalité entre les hommes blancs et les personnes de couleur. Et c'était légitimé par le contrat social, qui était une façon aussi de maquiller derrière un contrat racial qui était tabou, refoulé, mais qui était vraiment ce qui structurait la modernité occidentale avec les grands principes des Lumières et autres. Et cette avec thèse, les droits de l'homme. Exactement. Et c'était très fin cette analyse-là, et ça s'appuyait sur l'idée qu'avait eue Carole Patman, en fait, dans son contrat sexuel. C'est la première à avoir dit ça. Il y a un contrat social, mais il y a un contrat racial, mais il y a un contrat sexuel. Et l'inégalité qu'on peut penser entre les hommes blancs et les personnes de couleur peut se penser aussi entre les hommes et les femmes. Et là, on retrouve un mécanisme qui est analogue avec une subtilité supplémentaire, c'est que théoriquement, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les femmes, même si elles ne sont pas nommées en tant que telles, mais elles font partie du genre humain, ce sont les égales des hommes en tant que citoyennes. Mais néanmoins, en fait, elles n'ont pas accès à une citoyenneté qui est pleine et entière. Et je t'en donne un élément de preuve très simple. En France, les femmes ont eu accès au droit de vote en 1944, 1789, 1944. On voit que c'est une histoire lente, donc citoyenneté, mais pas tout à fait. Et c'est ce que l'autre autrice dont je parle en introduction, l'autre écrivaine, Geneviève Fraisse, a nommé la démocratie exclusive. Ça, c'est hyper intéressant. La modernité, la Révolution française, le contrat social font d'une démocratie exclusive et non pas excluante. Je m'explique. Peut-être, si j'essaie de comprendre, est-ce que c'est le fait que finalement dans les textes de façon officielle, c'est pas exclu? Parce que quand on parle de citoyens, on n'enlève pas les femmes, mais finalement dans les faits, dans la façon que c'est interprété, c'est excluant parce que de fait, ça exclut les femmes? Ouais, c'est ça. En fait, si on était dans une démocratie excluante, ce serait comme un régime où on pourrait dire les femmes n'ont pas accès à la parole publique, les femmes n'ont pas accès au droit de vote, les femmes n'ont pas accès au travail, elles n'ont pas accès à des responsabilités publiques. Il n'est jamais dit ça. Théoriquement, les femmes ont accès aux mêmes droits que les hommes, mais ça reste théorique et abstrait. Après, il faut observer la situation concrète, et notamment à travers les lois, les normes qui sont en vigueur, et là, on voit qu'il y a une différence. Par contre, ce que pointe Geneviève Fraisse, et ce qui est intéressant pour la pensée progressiste et féministe, c'est que les principes, puisqu'ils n'excluent pas nommément les femmes et expressément les femmes, ils peuvent être employés dans les combats, dans les luttes, pour dire « je revendique tel droit, je revendique l'accès à tel principe
puisque je n'en suis pas exclu. Et ça, c'est intéressant pour penser le mouvement des luttes des femmes dans la modernité. Mais toujours est-il que si tu penses en 1789, tu as des femmes d'abord qui sont des femmes citoyennes, mais sans citoyenneté. Oui, du coup, tu parles de citoyenne, citoyenneté. Tu as déjà évoqué quelques exemples, mais tu en as d'autres. Je ne suis pas sûre de comprendre tout à fait. Ouais, parce que moi j'aime bien cette notion de citoyenne sans citoyenneté, mais c'est quand on va chercher les preuves concrètes de la citoyenneté. Et là, on voit qu'il y a une histoire qui est assez édifiante après 1789. Alors dans un premier temps, il faut quand même dire qu'il y a eu une progression des droits des femmes juste après 1789, parce que tu avais beaucoup de féministes qui étaient impliquées dans la Révolution et qui ont eu un rôle actif. Je pense par exemple à quelqu'un qui est extrêmement connu et loué aujourd'hui, c'est Olympe de Gouges. On connaît tous la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'elle a écrite en 1791. Là, on est vraiment une femme qui revendique la citoyenneté pleine et entière. Mais son destin individuel devrait nous alerter parce qu'elle a été guillotinée en 1793. Et là, il va y avoir une autre phase qui va s'ouvrir, et une phase de régression par rapport à certains petits acquis révolutionnaires qui étaient bien. Égalité des droits de succession, le divorce, droit de divorcer. C'est pas rien le droit de divorcer. Parce que du coup, tu sors de la tutelle du mari, la femme peut reprendre sa liberté, son indépendance, c'est pas rien. Mais après 1793, il y a un mouvement de reflux qui va connaître son apogée, si j'ose dire, parce que c'est pas vraiment un apogée, c'est pas glorieux, avec le Code civil napoléonien qui a été édicté et publié en 1804. Je vais te donner un seul exemple. Il y a un article, l'article 1124, qui énonce ceci. Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, donc les enfants, les femmes mariées, les criminels, les débiles mentaux. Je te laisse toi-même apprécier la position des femmes qui sont clairement mis au rang de criminels, de débiles mentaux, et placés donc sous l'autorité d'un mari qui, lui, est compétent, rationnel, raisonnable, et qui peut guider les affaires familiales. On voit la situation en 1804, et c'est que très tardivement que ça s'est arrangé, parce que si tu regardes ça, je sais que c'est toujours spectaculaire quand tu le rappelles à des étudiants ou des étudiantes, ce n'est qu'en 1965 qu'une femme a pu accéder à l'emploi par son propre choix, autonome. C'est qu'en 65 qu'elle a pu ouvrir un compte en banque et donc disposer d'un moyen de paiement et être propriétaire de ses biens. Ouais. Sur le long parcours du combat féministe, rien de surprenant. Je suis sûr. Mais par contre, c'est ça. Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, ça a commencé avec des idéaux révolutionnaires, donc en 1700, à la fin du XVIIIe siècle. Ouais. Mais finalement, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que tu as décrit. Ouais, c'est ça qui est troublant, et là où le travail de l'historienne Geneviève Fraisse est vraiment important, c'est qu'elle est repartie des textes. Elle a lu un peu les textes des Lumières, les textes des penseurs qui ont façonné l'idée révolutionnaire, et finalement ce qu'elle a trouvé, c'est qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre leurs idéaux révolutionnaires et leur côté régressif au niveau des droits des femmes, quoi. Ce qui est paradoxal. Ce qui peut sembler paradoxal, et en plus ça demande une certaine sophistication de raisonnement, parce qu'il faut arriver à expliquer l'injustice, la justifier, alors que d'un autre côté, tu prônes l'égalité. Prenons Rousseau. Il est génial, Rousseau, parce que Rousseau, on le sait, on s'en mord bien, c'est un peu le papa de l'autofiction, la transparence, je vais tout vous dire, etc. En même temps, c'est un menteur, il n'applique pas à sa propre vie les préceptes qui vaut pour tout le monde. Et même sur la pensée politique, c'est quelqu'un qui va nous dire on va rompre avec l'Ancien Régime, avec le système patriarcal de l'Ancien Régime et le système inégalitaire, l'absolutisme royal, l'arbitraire royal, et on va, par l'égalité et la liberté, arriver à produire un intérêt général. Donc on va s'affranchir de l'arbitraire royal et on va prôner l'égalité comme principe émancificateur. Mais ça, il le voit que pour la sphère publique. Parce que lui, ce qu'il a observé aussi dans l'Ancien Régime, c'est que à Versailles, tout était organisé autour du roi, c'est la société de cour. Il n'y a pas vraiment de distinction entre sphère familiale et sphère publique à ce moment-là, tout est mélangé. Et les femmes jouaient un rôle important sous l'Ancien Régime. Les femmes, pas toutes les femmes bien sûr, mais certaines femmes influentes, certaines femmes appartenant à l'élite, jouaient un rôle politique crucial en termes d'influence. Et ça, pour Rousseau, ce n'était pas une bonne chose.
Même si c'était pas officiel, des rôles officiels, forcément. Exactement, c'était pas des rôles de responsabilité publique. Par contre, derrière, par les salons déjà, les salons littéraires qui étaient tellement influents, les femmes avaient vraiment une façon de faire de la politique de façon presque clandestine ou souterraine, mais elles avaient un pouvoir. Et ça, Rousseau, pour lui, c'est dangereux. Donc il faut faire en sorte de laisser les femmes à leur place, terrible, en se disant que non, non, l'égalité c'est très bien, oui, oui, c'est parfait, il faut ça pour faire de la politique et pour être dans une vision émancipée, mais c'est pas la place des femmes qui, elles, doivent rester dans la sphère privée, c'est leur sphère d'influence, elles sont bonnes à ça, et les hommes, eux, ils sont dans la sphère publique où ils exercent la responsabilité. Et en plus, ils ont un privilège, le privilège masculin, c'est de pouvoir circuler de la sphère privée à la sphère publique. Ils rentrent chez eux le soir, ils retournent, etc. Et oui, voilà. Alors que les femmes, elles n'étaient pas du tout dans la sphère publique. Pas du alors tout. qu'il aurait pu proposer que les femmes aussi, elles entrent dans la sphère publique, mais pas du tout. Bah, c'est ça, et tu te dis là, il y a quand même une contradiction qui est fondamentale, mais peut-être qu'on peut la comprendre en avançant un peu dans le temps. Parce qu'au XIXe siècle, cette distinction entre sphère privée et sphère publique, elle est reproduite avec la question du travail. C'est les hommes qui travaillent, qui gagnent le pain du foyer, et les femmes sont à la maison, elles font un travail, attention, mais un travail qui est invisible, qui est un travail domestique, gratuit, qui n'est pas valorisé. Et un penseur du travail, un penseur anarchiste tel que Proudhon, il a dit c'est très bien en fait cette distinction-là, parce que les femmes, en s'occupant de l'éducation, des affaires familiales, elles libèrent l'esprit des hommes qui peuvent vaquer aux affaires publiques. Parce que tu comprends, pour penser l'intérêt général, il faut sortir des contraintes et arriver à se mettre à hauteur des grandes questions. Et grâce au travail des femmes, les hommes peuvent se porter sur les grandes questions. C'est vraiment les femmes au service des hommes. Exactement. En fait, elles absorbent la charge mentale, libérant les hommes. Et donc, les hommes peuvent être des bons révolutionnaires qui travaillent pour la question de l'égalité. Le paradoxe, il est plus paradoxal, c'est-à-dire qu'ils ont fondé un ordre qui est divisé, clivé, la sphère familiale, la sphère publique. Ce n'est pas les mêmes principes qui s'appliquent pour l'un et l'autre. Et si tu penses maintenant à l'autre auteur dont j'ai parlé, c'est Carole Patman, elle aussi, elle nous montre que la modernité, le contrat social, n'ont fait que créer, consolider les inégalités existantes, reproduisant le système patriarcal dont on pensait être sorti. Là, je m'explique encore une fois. L'Ancien Régime, tout en haut de la pyramide, tu as le roi. Et toute la structure de la société est sur ce modèle-là. Si ce n'est pas le roi, c'est le père qui a autorité sur la famille. La Révolution, on dit on abat les têtes des rois, on abat la tête des pères, et on crée une société horizontale de frères, le principe de fraternité. Génial, on a progressé. Sauf que, en fait, les femmes n'ont toujours pas acquis leur autonomie et leur indépendance. Elles sont toujours pensées en relation aux hommes. Autrefois, c'est l'autorité du père. Ça glisse à l'autorité du mari. Les pères donnent leurs filles à un mari. C'est une monnaie d'échange. Et ensuite, elles sont mères. Donc elles sont aussi définies par rapport à leurs enfants, et particulièrement au fils, qui succédera au mari et au père, et dont elle doit assurer l'éducation. Donc les femmes sont toujours pensées en relation avec des hommes. Donc on revient au rôle de la fille, l'épouse, la mère. Ouais, tout à fait. C'est comme on voit dans certains romans anglais, ou même la série Downton Abbey, c'est la fille ou les filles qui sont placées sous l'autorité du père, qui voient le bon parti, le mariage qui serait bien, papa, papa, papa. On a vraiment ce rôle-là traditionnel. Et en fait, ça, c'était, on pense que c'est l'Ancien Régime, mais ça continue à vivre sous d'autres formes qui sont, disons, qui ont l'apparence de l'égalité, parce que la forme contractualiste, c'est, bah ouais, c'est deux personnes qui se rencontrent leur volonté et qui disent on est d'accord, super. Mais si le système ou l'ordre est inégalitaire profondément, si c'est un système patriarcal, bah en fait l'égalité elle est que de façade, parce que la femme va arriver dans la situation, par exemple du mariage, en situation déjà de subordination, de soumission. Est-ce qu'elle a d'autres choix que de dire oui? Donc derrière une apparence libérale et contractualiste, en fait c'est un système inégalitaire qui est légitimé par le consensualisme, mais qui est que de façade, et qui en fait reproduit des inégalités, et peut-être même pire, qui dit finalement, bah oui, il y a une distinction qui est de l'ordre de
ce que sont les femmes et de ce que sont les hommes, et ça l'inscrit un peu plus dans le droit, mais cette distinction, elle est finalement là, contractuelle. Certains vont la fonder anthropologiquement en disant que dans les sociétés archaïques, ça c'est l'anthropologue Françoise Héritier qui l'a mis en avant, là on était déjà dans une opposition binaire entre le féminin et le masculin qui reposait sur des couples opposés, masculin, féminin, dur, mou, sec, humide, chaud, froid, et chacun de ces termes, en fait, il y avait un qui est associé à une valeur positive, l'autre à une valeur négative. Et la valeur positive, c'était qui? C'était le masculin. Bizarre, tu l'as dans le mille. Ah ouais. C'est tout ce qui était positif ou associé à une valeur positive attribué à l'homme. Était attribué à l'homme. Ça veut dire que c'est une construction sociale. Et tu vas imaginer que le dur, c'est l'homme. Le sec, c'est l'homme. Alors que le froid, l'humide, c'est le féminin. Et on peut continuer le raisonnement avec l'émotion et la raison. Ah, vous êtes très émotionnel, vous êtes très sensible. Pas forcément une qualité. Alors que l'homme, il est doté de raison, il est capable de prendre du recul et de la distance. Et cette distinction-là, elle va fonder même comment se construit la République, l'ordre républicain. On va dire, les hommes font la loi et les femmes font les mœurs. Parce qu'elles éduquent leurs enfants, donc elles leur inculquent des valeurs. Et Rousseau va nous dire, c'est très très bien, parce que les femmes, elles sont humbles, elles sont sensibles, elles sont modestes. Donc elles vont donner des bonnes valeurs à leurs filles et leurs fils. Et en plus, elles vont former les futurs citoyens de demain, c'est-à-dire les fils, à devenir des pères, devenir des responsables politiques. Donc tout va pour le mieux. Pourtant, ça me semble assez étonnant parce que tu disais que ça relève aussi des sociétés archaïques, ouais. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de naturel là-dedans, je comprends. Oui. Je comprends ce que tu veux dire, il faut faire très attention, il faut être vigilant. Tu vois, Françoise Héritier a dit, ça existe dans toutes les sociétés, cette inégalité, ces couples d'opposition binaire entre masculin et féminin. Pour autant, ce n'est pas naturel, c'est quelque chose qui est l'ordre d'un discours social qui a été créé par les hommes pour assujettir les femmes, et ce qui a été construit à un moment peut être déconstruit. Encore faut-il, pour le déconstruire, comprendre quel est le mécanisme qui est derrière. Pourquoi les hommes ont mis tellement de poids et d'importance à dominer les femmes. Pourquoi il y a cette inégalité structurante qui est apparue? Alors, pour Françoise Héritier, puisqu'on parlait d'elle, pour elle, c'est la question de la procréation. Elle va voir qu'en fait, les hommes ne supportent pas que quelque chose de l'ordre de la procréation, la capacité à engendrer des fils, soit donné aux femmes. C'est quand même un paradoxe. Les femmes sont censées être inférieures dans le discours tel qu'il est construit depuis l'ère archaïque, mais elles sont capables de donner des hommes, qui est le plus précieux pour les pères, des garçons. Cette capacité qui leur échappe de procréer, il va falloir transformer ce qui est perçu comme une faiblesse relative de leur position en force. Donc ils vont créer des valeurs et un discours et des récits où ils vont valoriser leurs propres qualités à l'encontre des femmes pour compenser finalement ce qu'ils n'ont pas. L'argument de la procréation, il est aussi utilisé par exemple chez Simone de Beauvoir, mais pour dire voilà, c'est ce qui va construire l'infériorité des femmes. Parce que par ça, les femmes, elles sont assignées à leur destin biologique. Elles ne sont pas des êtres transcendants, capables de se soustraire à leur condition matérielle. Se consacrer à d'autres activités. Exactement. C'est pour ça qu'elle n'a jamais eu d'enfant avec Sartre. Et lui et elle ont décidé de se consacrer à leur carrière d'écrivain et d'intellectuel. Donc pour eux, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Pour une autre féministe, qui est Monique Wittig, elle, c'est carrément une obligation à la procréation qui est créée par les hommes de façon à bien aliéner les femmes, quoi. Donc tu peux avoir ce type d'argument qui va expliquer comment se construit l'inégalité entre les femmes et les hommes à travers le temps. Une autre forme d'explication, c'est celle qui est avancée par Freud, puis Carol Patman, c'est le désir de jouir des femmes, de leur corps. C'est le désir de possession, en fait, sexuelle de la femme. Voilà, il y a l'homme répondra à son régime de pulsion. C'est un prédateur. On en parle beaucoup, le terme du prédateur en ce moment. Et la femme serait là pour assouvir les désirs masculins. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça a joué des tours, même à certains et à certaines féministes dans l'ère 68 et post-68, puisqu'on a parlé beaucoup de révolution sexuelle et de libération sexuelle. Et certaines ont considéré après coup que finalement, loin de les avoir libérées, ça a recréé une forme de domination parce que c'est pas le fait de multiplier les partenaires, c'est pas le fait d'être infidèle, de ne pas se soumettre aux lois du mariage qui vont donner une liberté aux femmes. Est-ce que finalement,
la liberté sexuelle et la révolution sexuelle, c'était pas une typologie du désir qui était très masculin, quantifié, il en faut toujours plus, jouir sans entrave, dès qu'on le veut, dès qu'on en a envie. Et les femmes se seraient pliées à ce désir-là. Les hommes décident, les femmes disposent, quoi. Ce serait le principe fondamental. Oui, c'est une sorte de domination masculine évoluée. Exactement, tu vois qu'en fait, procréation, sexualité, les modalités changent, mais c'est finalement la même chose. C'est on veut contrôler le corps de la femme, et on peut se demander si, au fond, la peur, c'est pas la peur de la femme, c'est la peur de la femme, de ce qu'elle représente. Rousseau l'exprime, hein, il dit, oui, il faut que les femmes restent à leur place, et en fait, le statut différencié de l'homme et de la femme est très important, parce que c'est ça la loi de l'amour, il faut que les gens soient différents. Sinon, ce serait des amis. Il est pathologiquement inquiet d'une égalité qui, pour lui, tuerait l'érotisme, quoi. Et finalement, tu parles de construction de la domination masculine, des inégalités. Qu'est-ce qui ferait qu'on puisse déconstruire tout ça? Quelles seraient les solutions? Il y a plusieurs voies. Alors, il y a plusieurs courants féministes, il y a plusieurs façons de réfléchir là-dessus. On peut se dire, si on reste dans la question de la procréation, il y a des écoles très radicales. Monique Wittig, par exemple, a dit on va arrêter de faire des enfants. Elle prône une sorte de séparatisme lesbien, restons entre nous, les femmes, pour casser le modèle hétéropatriarcal, parce qu'en fait, il n'y a aucun homme qui vaut la peine. Tout homme est pris dans ce système hétéropatriarcal qui fait que c'est un système de domination. Donc, sortons de là. Pourquoi pas? Ça peut être une voie. C'est pas peut-être celle que j'emploierais personnellement, mais voilà, peut-être que je parle en tant que mec là-dessus. Une autre voie, ça pourrait être dire, puisque on veut le corps des femmes, on veut l'assujettir, et la division de sexe est la division la plus importante, pourquoi on ne troublerait pas le genre? On sortirait la question du sexe biologique pour créer des questions de genre culturelles, construites, et surtout des questions qui sont entre les sexualités, qui font que les êtres deviennent moins définissables. Le queer, par exemple, catégorie transgressive, mais aussi c'est Paul Preciado qui vante le trans et le monstre qu'il est. On est dans l'antre, on est dans l'intermédiaire. Si on ne se laisse pas définir, on ne peut plus se faire assujettir. C'est une autre porte de sortie. Et il y a une autre possibilité peut-être, alors il y en a deux autres même, c'est la question du travail domestique, c'est reconnaître le travail domestique en disant l'émancipation passe par là, par la reconnaissance de ce travail-là et l'égalité des femmes même dans la sphère domestique. Le travail invisible, oui. Ça, c'est un courant féministe qu'on appelle le féminisme matérialiste, donc proche du marxisme aussi. On reporte la question des rapports de production au sein de la cellule familiale. Et il y a tout ce qui se passe aujourd'hui. On est dans l'ère MeToo et on assiste à une libération de la parole. Alors il faut être précis. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que les femmes parlent. Elles ont probablement toujours parlé. Elles ont toujours évoqué les difficultés qu'elles rencontraient. Peut-être qu'elles ont plus le vocabulaire pour le dire aujourd'hui parce qu'il y a plus de paroles qui se libèrent et donc l'écoute réciproque fait qu'on affine toujours le discours et qu'on comprend mieux les mécanismes de domination. Mais c'est surtout qu'elles sont écoutées, elles sont entendues. C'est-à-dire que la parole est reçue dans un espace qui n'existait pas autrefois, puisque les femmes étaient cantonnées à la sphère privée, la sphère intime, et que leur parole n'était pas une parole politique. Aujourd'hui, tout est politique, c'est un héritage de 68 aussi, mais la parole privée, la parole intime devient politique, elle est politisée. Et ça, c'est extrêmement important parce que toi, ta voisine, la voisine de ta voisine parle de quelque chose en tant qu'individu, c'est un témoignage. Mais à partir du moment où la parole est politique, c'est plus une question d'un je, c'est la question d'un nous. C'est un collectif. C'est ce que dit dans la fresque qu'on a vue en introduction, la phrase, par exemple, « je te crois ». On peut dire, politiquement, c'est débile de dire « je te crois » parce qu'il n'y a pas de présomption de croyance pour une parole, quelqu'un peut mentir. Mais « je te crois », ça veut dire « je reçois ta parole » et autour de cette parole, on forme un « nous ». Ça, c'est intéressant. Et tu vois, je voudrais te dire pour conclure, et je vais faire mon mea culpa, j'enseigne depuis des années, et j'ai toujours dit, il faut se méfier de la parole intime parce que ce n'est pas une parole politique. La parole publique, c'est une parole où on sort de soi, parce qu'on est des êtres de raison, on est capable de se soustraire à sa position d'individu singulier pour penser l'autre, pour penser le point de vue de l'autre et arriver à se rencontrer aussi. Or, être enfermé dans sa parole intime, le témoignage, ça ne peut pas s'élever à la parole politique. Je crois que j'avais tort, et ça nous le démontre. La parole publique, l'espace public était dégradé. On voit bien que
la parole politique est moins forte aujourd'hui sur les grands thèmes traditionnels qui étaient portés par les hommes. Le courage politique, les sciences économiques, la question du déficit, etc. Tout le monde s'en fout. Par contre, la parole qui est portée et exprimée par les femmes, elle résonne bien au-delà des femmes. C'est-à-dire que tout le monde trouve qu'il y a un enjeu libérateur, libératoire, émancipateur, quelque chose qui fait avancer la société. C'est une cause commune. Et là, on revient à une parole politique. Et ça, franchement, je suis très heureux d'avoir eu tort. C'est intéressant de se dire que ce n'était pas juste une parole égotique, c'est une parole qui fait avancer les combats sociaux. Et c'est important de l'avoir reconnu surtout. Écoute, c'est comme ça qu'on progresse.